Bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette vidéo qui est dédiée à l'actu astro en bref, où nous allons vous commenter 4 événements qui se sont passés récemment. Et donc nous serons en compagnie de Mathieu, notre astronome amateur du 49. Et pour commencer, nous allons vous parler de la NASA qui vient d'annoncer ses prochaines missions phares pour la décennie à venir. Et il y en aura au moins deux en direct d'Uranus et Encelade. Donc, quelles sont ces missions? Voilà, alors effectivement, j'ai envie de dire enfin, puisque ce sont des cibles qui ont été extrêmement peu explorées, dont il nous manque énormément de connaissances. Alors on va commencer par parler un petit peu de la première, qui est en fait Uranus Orbiter on Probe, qui devrait donc décoller en 2031 pour se mettre en orbite autour d'Uranus en 2044, c'est-à-dire 58 ans après l'unique survol de la planète réalisé donc par Voyager 2 en 1986. Alors la mission devrait aussi comporter un module de descente atmosphérique qui sera chargé de sonder donc in situ la haute atmosphère d'Uranus et d'étudier la composition et la structure des couches gazeuses externes de la géante glacée. Alors, bien sûr, les anneaux, le champ magnétique et les lunes d'Uranus ne seront pas oubliés. Deux d'entre elles en particulier, Miranda et Ariel, nous questionnent encore beaucoup, car malgré leur petite taille, elles présentent une géologie active. Malgré tout, on regrette que rien ne soit consacré à Neptune pour la prochaine décennie. Alors, la deuxième mission phare de la NASA, c'est Encelade, avec notamment sa mission Enceladus Orbilander, qui aura pour objectif d'étudier ces fameux panaches glacés éjectés des profondeurs de la Lune de Saturne, donc Encelade, principalement via des fissures de sa croûte de glace en son pôle sud, appelées les rayures du Tigre. Lancement prévu donc en 2038 avec une arrivée estimée autour de 2050. Beaucoup de patience, certes, mais une bonne raison. Le pôle sud d'Encelade sera alors exposé au Soleil. Et la particularité de cette mission sera que la sonde fonctionnera à la fois comme orbiteur et comme atterrisseur. Est donc programmée une première phase orbitale de 200 jours avec pour objectif principal de rechercher une zone d'atterrissage sécurisée sur la surface d'Encelade. Et ensuite, l'orbiteur se convertira en atterrisseur pour étudier donc, à la surface, in situ, la retombée des panaches pour y chercher des biosignatures. Alors, à ce stade, ce dont on est presque certain, c'est qu'il existerait un océan d'eau sous la couche de glace de surface qui alimenterait les fameux geysers. Reste à déterminer si la vie y est ou non possible. Alors, reste évidemment une question importante. Quel est le coût de ces deux missions? Pour chacune des deux, sera alloué un budget d'au moins 2 milliards de dollars. Un budget qui pourrait paraître disproportionné, mais la connaissance du savoir n'a toutefois pas de prix. Alors, dans la suite de ces actualités, nous avons l'éclipse solaire sur Mars. Le 2 avril dernier, la plus grande lune de Mars, Phobos, est passée en transit devant le Soleil. Alors, Mathieu, je te laisse commenter du coup cette image qui a coupé le souffle. Oui, alors effectivement, l'événement a duré un petit peu plus
40 secondes et a été filmé par Persévérance depuis son cratère G0. Alors, en 2 décennies, bien d'autres éclipses solaires ont été filmées par d'autres rovers, tels que Spirit, Opportunity ou encore Curiosity plus récemment. Mais c'est la première qui ait une aussi haute résolution et une telle puissance de zoom. En fait, d'éclipse, eh bien, il s'agit d'une partielle. Le Soleil vu sur Mars est plus petit que sur Terre, car plus loin. Et Phobos, elle, est de surcroît beaucoup plus proche de Mars que notre Lune depuis la Terre. Mais elle n'arrive pas à cacher entièrement le Soleil comme notre propre Lune. De plus, Phobos n'est pas ronde, c'est un patatoïde. L'image est toutefois exceptionnelle. On distingue bien les contours irréguliers et les reliefs de Phobos. Et cette image laisse même entrevoir de façon correcte les fameuses taches solaires visibles ce jour-là sur la face visible du Soleil depuis Mars. Voilà, donc on attend bien, les prochaines images et on ose imaginer le progrès en termes de qualité. Maintenant, bien, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie a été dévoilé pour la première fois en images. Et donc, 3 ans après l'exploit historique d'avril 2019 et la publication de la première image jamais réalisée d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie M87, la même équipe renouvelle l'exploit et dévoile donc ce 12 mai 2022 bien, la première image de notre trou noir supermassif, à savoir Sagittarius A étoile, au centre de notre Voie lactée. Oui, alors première chose à bien comprendre avant de commencer, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'une photo, car non réalisée en imagerie optique directe, mais d'une représentation en fait en 2 dimensions de signaux obtenus dans le domaine radio. Alors car en réalité, eh bien, il a fallu des observations combinées d'un grand réseau de radiotélescopes dispersés sur toute la planète, ce qu'on appelle l'EHT, c'est-à-dire l'Event Horizon Telescope, via la technique de l'interférométrie pour ce faire. Alors, c'est le seul moyen en fait de simuler l'acuité d'un télescope unique qui aurait dû être grand comme la Terre pour obtenir normalement un tel résultat. Car s'il mesure 8 millions de kilomètres pour une masse de 4 millions de fois la masse de notre Soleil, eh bien, ce monstre est microscopique sur la voûte céleste, car extrêmement loin, 27 000 années-lumière tout de même. Pour se rendre compte de sa petite taille en fait sur le fond du ciel, eh bien, notez ce chiffre. 57 micro-arcs secondes, c'est sa taille angulaire, soit la taille en fait d'un donut vu depuis le sol lunaire, vu sur le sol lunaire, depuis la Terre. Alors imaginez-vous déjà, bien évidemment, que le VLT, le fameux Very Large Telescope, qui est le plus grand télescope du monde, eh bien lui-même n'est pas capable de voir le drapeau américain, ni même le module Apollo des missions lunaires. M87 étoile, donc le trou noir au centre de la galaxie géante M87, lui est bien plus monstrueux que Sagittarius A étoile, avec ses 6,5 milliards de masse solaire. Donc 1500 fois plus massif, et c'est 20 milliards de kilomètres, donc 2500 fois plus large. Ce qui n'était pas plus gros, en fait, vu depuis la Terre, que le fameux trou noir Sagittarius A étoile. Faute à ces 55 millions d'années-lumière environ de distance, soit 2000 fois plus loin que nous, que Sagittarius A étoile. Alors pourquoi avoir attendu 3 ans de plus pour des observations qui ont été menées à peu près en même temps sur ces 2 trous noirs? Eh bien parce que Sagittarius A étoile est en fait plus petit et tourne plus vite. Difficile de figer son portrait dans des conditions
telle et d'avoir donc une image finale nette. Parce que derrière du traitement, il y a du traitement de données et du traitement lourd. De plus, en radio, un peu comme en astrophoto d'ailleurs, plus on acquiert du temps de signal et meilleure sera la résolution. Ce qui devient un problème quand Sagittarius A étoile met 4 minutes et 30 secondes à faire un tour sur lui-même, là où M87 étoile mettait plusieurs jours. D'où d'ailleurs une image avec plus d'artefacts que pour M87 étoile. Alors déjà, contrairement à M87 étoile, la structure entourant le trou noir n'est pas le disque d'accrétion, mais l'anneau de lumière, ce qu'on appelle donc le photon ring, qui est normalement très fin. Alors son épaisseur est justement due au manque de résolution de l'EHT, tout de même poussé aux frontières de ses capacités. Alors les 3 taches plus brillantes au sein de cet anneau, eux, sont des artefacts de superposition entre les différentes vues utilisées et non des bulles de gaz chaud. N'empêche, l'exploit technique est bien là et d'autres images suivront sans doute dans les années à venir. Alors, d'autres observations aussi, des astrophysiciens cherchant à savoir si un disque de matière entoure le trou noir, si également il y a une présence de jets de matière ou non, et comment se modélisent les lignes de champ magnétique, chose que l'on avait déjà faite avec le fameux trou noir M87 étoile. Voilà, donc maintenant nous attendons les prochaines images qui nous paraîtront dans les années à venir. Et enfin, nous allons parler du refroidissement climatique anormal sur Neptune. Alors, c'est quand même étonnant pour une planète qui est déjà très froide de parler de réchauffement climatique. Oui, De alors Neptune, refroidissement climatique, pardon. C'est vrai que Neptune est connue pour être la planète la plus ventée du système solaire. D'ailleurs, à l'équateur, les courants de jet peuvent dépasser les 2000 km/h, c'est dire. Mais comme tu le disais, c'est aussi l'une des planètes les plus froides du système solaire, car la plus éloignée du Soleil tout de même. Parmi les valeurs enregistrées sur Neptune, la plus basse était de moins 220 degrés Celsius. Or, comme la Terre, Neptune possède un axe de rotation incliné à près de 30 degrés, et de facto donc des saisons. Et il s'avère que depuis 17 ans maintenant, l'hémisphère sud est entré dans sa saison estivale. Les chercheurs s'attendaient bien à une très légère augmentation des températures atmosphériques. Cependant, au vu de sa distance au Soleil, et sachant qu'une année complète dure 165 ans, et donc qu'une saison y dure tout de même plus de 40 ans, il paraissait plutôt inconcevable que le thermomètre n'y connaisse de brusques changements de température. Alors pour s'en donner le cœur net, les astronomes ont réalisé et analysé les observations donc effectuées dans le rayonnement infrarouge moyen de la lumière dans le cadre de travaux dirigés par Michael Roman de l'université de Leicester. Et il s'avère que, comme prévu, les mesures de la stratosphère neptunienne au niveau du pôle sud ont révélé une hausse des températures de l'ordre de plus 11 degrés Celsius, passant de moins 121 degrés Celsius à moins 110 entre 2018 et 2020. C'est la première fois qu'un tel réchauffement polaire est observé sur Neptune. Pourtant, surprise, des données recueillies entre 2003 et 2018 indiquent une chute des températures stratosphériques moyennes et globales de l'ordre de 8 degrés. Enfin, comme pour brouiller un petit peu plus les pistes, sur l'intégralité de cette période, les températures de la haute troposphère sont quant à elles restées invariables, hormis un réchauffement localisé au niveau du pôle sud entre 2003 et 2006, de l'ordre d'environ 6 degrés par rapport à 2018 et 2020. Alors, il est également à noter que ces fluctuations thermiques s'accompagnent de changements de luminosité dans la discrète couverture nuageuse de Neptune.
Alors la question, pourquoi? Eh bien, tout d'abord, les chercheurs tiennent à rappeler que ces observations détaillées ne couvrent qu'une période de 20 ans, soit moins de la moitié d'une saison sur Neptune. Beaucoup de données sont donc encore manquantes. Cela dit, eh bien, quelques pistes peuvent déjà être envisagées. Peut-être s'agit-il de changements saisonniers de la chimie atmosphérique, pouvant modifier donc l'efficacité du refroidissement de l'atmosphère, ou bien est-ce le cycle solaire de 11 ans qui pourrait jouer un rôle? Alors dans ce sens, des études antérieures avaient déjà été suggérées en lien entre la quantité entre la quantité de taches solaires et la luminosité de Neptune. Alors quoi qu'il en soit, eh bien, le nouveau télescope spatial Webb sera un atout de taille dans la résolution de ces énigmes, grâce notamment à son extrême sensibilité en infrarouge moyen. Du temps d'observation sur Uranus et Neptune est déjà d'ailleurs programmé pour cette année. Affaire à suivre. Voilà, en tout cas, conclusion, eh bien, le mystère reste entier, mais on est bien d'accord, cela a certainement une cause naturelle et on peut déjà éliminer la cause anthropique. Voilà, eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission consacrée à l'actu astro en bref. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et à partager autour de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.